Ok, alors, les étudiants à distance, vous m'entendez? Oui? Ok. Alors, donc, on avait vu la fois dernière, on s'est attardé sur cet exercice-là, qui consistait au fait à utiliser donc une réponse impulsionnelle sous forme, décrite sous forme d'un triangle. Voilà. Et on a injecté donc dans ce système un signal x de t qui est un peigne de Dirac. Vous vous souvenez de ça? Un peigne de Dirac. Et qu'est-ce qu'on obtenait en sortie? On obtenait en sortie y de t. C'était donc une répétition, en fin de compte, de cette réponse impulsionnelle h de t, tant qu'il n'y avait pas de chevauchement. Vous vous souvenez de ça ou pas? Hein? On avait voilà, on avait donc ces trois cas de figure pour notre signal y de t. Premier cas de figure, avec t égale à 3, voilà ce qu'on obtenait comme signal de sortie y de t. Deuxième cas de figure, avec t égale à 2, ben, on obtenait aussi un signal, donc une suite de triangles. Et après, ce qui se passait, c'est que on a pris cette fois-ci une période t de 1,5. Et là, ben, lorsqu'on prend 1,5, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a donc un premier triangle, un deuxième, etc., etc. Sauf qu'il y a des zones de chevauchement entre triangles voisins. D'accord? Ce qui fait que ben, dans les zones où ça se chevauche, ben, on additionne. Donc du coup, ça crée effectivement une constante. Là, on avait pris t égale à 1,5. Donc ce que j'ai fait avec vos camarades de ce matin, du groupe 1 et 2, c'est qu'on a aussi vu le traitement de cet exercice en utilisant MATLAB. D'accord? Je pense que c'est intéressant de voir aussi, sous l'angle MATLAB, comment on peut faire, comment en fin de compte on peut faire cet exercice-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai vu avec vos camarades? Alors, bon, je pense que ça va être, je dirais, le dernier point qui va nous intéresser sur la convolution, parce qu'après, on va passer au chapitre suivant, d'accord, à partir de la semaine prochaine. Donc, pour cette séance-là, on va rester encore sur la convolution pour clarifier encore des points qui viendraient à ne pas l'être. Alors, donc, avec vos camarades, parce que l'idée, c'est que vous fassiez à peu près la même chose, hein, parce que vous savez comment on fonctionnait avant, quand tout était normal. Il y avait un cours magistral, et ensuite, il y avait 4 TD. Donc, les 4 groupes faisaient le même TD
Et là, comme voilà, on a été un petit peu découpé. Alors, donc ici, avec MATLAB, la première des choses que l'on va faire, c'est bien entendu de commencer déjà par définir la fonction qui va nous permettre de construire tout simplement la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire le triangle. Et donc cette première fonction, bah, au fait, elle est là. Vous pouvez la regarder un peu le code. Et qu'est-ce que vous voyez dans ce code-là? Ben, en fait, on va donner donc un instant t quelconque à cette fonction. Cette fonction va nous restituer la valeur de la réponse impulsionnelle à cet instant-là. Donc, vous voyez bien qu'on a, pour t compris entre 0 et 1, on a un morceau de courbe qui est décrit par moins t plus 1. Et pour t compris entre 0 et moins 1, on a t plus 1. Vous reconnaissez donc la partie où vous avez une pente positive, de moins 1 à 0. Et ensuite, vous avez une pente négative de 0 à 1, puisque c'est un triangle. Alors, donc à partir de là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va être, bien sûr, on va pouvoir construire tout simplement à l'aide d'une deuxième fonction, bien sûr, on va pouvoir construire notre point, les différents points de notre réponse impulsionnelle. D'accord? Donc, à titre, pour voir un petit peu ce que ça fait, ben, on va bien entendu alors, on va positionner un espace-temps, par exemple entre moins 5, enfin, moins 3, si vous voulez, par pas de 0,1 jusqu'à 3. Et on va faire un plot de t, virgule, build signal, de t. D'accord? Voilà. On va bien sûr observer bah, tout simplement notre réponse impulsionnelle, celle qui nous est donnée dans l'énoncé. OK. Alors l'objectif, c'est quoi après, bien entendu? C'est de pouvoir construire notre signal Y de t. D'accord? Donc souvenez-vous que Y de t, c'était quoi? C'était donc une somme de ces triangles avec un espacement qui était géré par quel paramètre? Vous avez encore un bon souvenir de cet exercice. C'est pas bien longtemps. On reprend l'exo. Qu'est-ce qui gérait en fin de compte Qu'est-ce qui gérait l'espacement entre les triangles? C'était voilà, c'est tout simplement la période de ce peigne de Dirac. D'accord. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'on va utiliser MATLAB pour justement pouvoir générer ces cas de figure de notre signal Y de t.
Et on va donc, pour cela, on va justement prendre une valeur. Donc, on va simuler le premier cas en posant t égale à 3. Voilà. Et on va donc faire un affichage. On va faire donc un affichage de la somme, hein, de cette somme-là qu'on a sur Y. Voilà. Avec bien sûr des décalages. On va prendre là, moins T. On va encore. Alors, dans le signal Y, il ne faut pas oublier qu'en fait, en réalité, on somme de quelque chose qui va de moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Ici, bon, on va en prendre quelques-unes. On va prendre n égale à 0, n égale à moins 1, n égale à 1. On pourrait également prendre n égale à 2, n égale à moins 2. Alors, vous comprenez là ce que je suis en train de faire ou pas? Oui. Ok. On crée quelques répliques de ce signal pour simuler ce que... voilà, exactement. Voilà. Et donc là, ben, on va avoir quelque chose qui va ressembler à notre signal Y de T. D'accord? Alors bien sûr, il faut partir aussi sur une base de temps qui nous permet de voir les autres triangles qui viennent s'ajouter. Donc du coup, on va monter quand même au niveau de la base de temps. Puis bon, allez, on va dire, on va aller de moins 5 à 5. Hein. On va refaire un... alors, ici, je me suis trompé dans les... Oui. Ah oui, ouais. Donc du coup, il est parti de 5. Ah, de moins 5 à 5 par pas de 0, 1. Et on va donc afficher. Voilà. Là, ben, c'est classique, ça correspond tout simplement donc, au premier cas où GT qui est égal à, 3. Après, bien sûr, on a simulé, enfin, on a travaillé sur le cas où on avait T qui était égal à 2. Donc là, ben, c'est pas compliqué, puisqu'en fait, quand vous travaillez avec MATLAB, ben, il vous suffit tout simplement de positionner T égale à 2, voilà, et de relancer votre construction. Et bien entendu, là, c'est l'autre cas de figure où on avait les triangles qui se touchaient aux extrémités, T égale à 2. Et donc après, avec vos collègues, je les ai un petit peu... Bon, on est parti aussi sur le cas où on a donc aussi simulé T égale à 1,5.
Donc, t égale à 1,5. Donc, ça veut dire qu'on va venir ici et on va tout simplement positionner t, on va mettre t égale à 1,5. Voilà. Et on va relancer notre simulation. Et donc là, on retrouve le cas. Là, vous comprenez ce qui se passe? Comme on a un recouvrement, ça se somme, ça crée des zones plates comme ça. Et puis, bien sûr, sur les deux parties extrêmes, normalement, on devrait encore continuer à voir ici les zones plates, etc. Mais sauf qu'on n'a pas pris un nombre infini de triangles. Les deux triangles là, qui sont à gauche et à droite représentent un petit peu le moins infini et le plus infini. Oui, ça, vous arrivez à... Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant est-ce que vous pouvez deviner ce qui va se passer si je prends maintenant, si je prends t, alors, on va venir ici. Si maintenant je prends t égale à 1, voilà, exactement. Donc, si je prends t égale à 1, voilà, je vais observer, alors, dans la figure qu'on a, comme on ne simule pas de moins l'infini à plus l'infini, je vais observer une constante avec bien sûr des descentes, une remontée et une descente. En fait, je vais observer un trapèze, exactement. Je vais effectivement observer un trapèze. Je fais ça. Observer un trapèze. Et donc là où j'ai un petit peu fait réfléchir vos camarades, c'est alors, qu'est-ce qui va se passer si on continue à diminuer, à faire diminuer cette période-là? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous arrivez un petit peu à imaginer ce qu'on pourrait voir? Comment? Alors, ça ne bougerait pas, ça va rester similaire à ça. C'est juste qu'il y aura plus de triangles, mais on ne peut pas les voir. Ça va être pas, ça va pas bouger. Justement, mettons, c'est tout l'avantage de pouvoir faire de la simulation, c'est qu'on peut tester est-ce que ce que je pressens, c'est le cas ou pas. D'accord. Donc là, on va prendre t égale à 0,5. Pardon? Non. T égale à 0,5. Ça veut dire qu'en fait, j'ai toujours le triangle au centre, et puis ceux qui sont à ses côtés se rapprochent, les voisins deviennent plus proches comme ça, et puis on additionne. Là, qu'est-ce qu'on va observer? En réalité, ce qu'on voit ici, est-ce que vous arrivez à deviner un peu? C'est des... Ils se somment. Ils se somment. Les sommes se somment. D'accord. Donc, il y a des zones où j'ai dû avoir des sommes totales, des zones partielles, et puis... il y a des endroits, les sommes se somment entre elles aussi. Vous allez avoir deux qui vont sommer, puis les deux superpositions au-dessus. Voilà, c'est ça. Il va y avoir en fait des zones où il va y avoir tellement de superpositions que ça va être la somme de plusieurs. Et comme c'est des fonctions affines en somme, on se retrouve avec des fonctions affines. D'accord. Donc ça veut dire que si je fais là, pour bien voir en fait ce qui se passe ici, il faudrait à la limite faire un petit zoom.
Ici, on va faire un axis pour un petit peu modifier les axes. Axis. Puis on va aller plutôt de moins 3 à 3. Puis on va sur l'axe des ordonnées, on va aller de 0, on va dire, à 3. Voilà. Tac. Vous voyez? Donc ça fait quelque chose comme ça. C'est des segments qui, en fin de compte, ça casse ce trapèze qu'on avait. Alors maintenant, pour un petit peu terminer avec cet exercice-là, comme ça je vous fais travailler sur un autre exercice pour structurer un peu la convolution. Qu'est-ce qui va se passer si t vaut 0? Si t vaut 0, ça veut dire qu'en fait, j'ai un signal et son voisin, ben, il est exactement au même endroit. Et j'ai avoir une somme de plein de triangles comme ça. On va avoir un truc. Voilà. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est je vais avoir un tas de triangles que je vais sommer. Et le résultat, ben, ça va être un énorme triangle qui va tendre vers quoi? Le sommet il tendra vers quoi? Si je prends YT, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini, et bien voilà, il tendra vers plus l'infini. Ça veut dire que j'ai une question. ouais, attendez, on va juste simuler ce cas-là. La courbure qu'on voit là, on la voit parce qu'on n'a pas défini des triangles sur toute la fonction. Mais si on avait des triangles sur toute la fonction, qu'est-ce qu'on verrait exactement? Là, des triangles, on en a défini 5, mais... Ouais, ben, de toute façon, même si on en définit 10, 20, ce que vous voulez, là, vous allez retrouver la même structure. Puisque de toute façon, on ne peut jamais aller à de moins l'infini à plus l'infini. D'accord. D'ailleurs, on peut le faire en construisant une fonction plutôt que de le faire comme ça à la main, plot, build 1, le plus, etc., etc. Donc, si on part maintenant, pour clôturer avec cet exercice, si on pose maintenant t égale à 0, ben ça vous allez vous le deviner. Dans ce cas-là, j'ai quoi? J'additionne, j'ai un triangle plus un deuxième, donc 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc, je vais avoir en fin de compte le sommet qui va être sommé 5 fois. OK? Et donc, je vais donc avoir ici, ben, comme on peut le deviner, un triangle. D'accord? Vous voyez bien qu'en fin de compte, comme on n'en a utilisé que 5, on en a 5. Si on en avait utilisé un nombre infini, là j'aurais eu un triangle avec une pointe qui tendrait vers plus l'infini. Voilà, donc c'est un peu cette partie-là sur MATLAB que je voulais un peu vous inviter à regarder, à explorer, parce que c'est toujours intéressant d'avoir quelques notions de simulation. Ah, c'est de la simulation mathématique. Vous voyez, on n'aurait pas deviné qu'on avait quelque chose qui se formait comme ça avec des morceaux de courbes. Oui. Je vais poser une question débile. Mais sur un triangle dont la pointe tend vers plus l'infini, ouais, est-ce qu'on peut se considérer que les deux côtés sont parallèles ou pas? Est-ce qu'on peut considérer que les deux côtés sont parallèles? Parce que la pointe tend vers plus l'infini, donc au final, on se rejoint. Elle tend vers plus l'infini. Ce parallélisme, il serait d'autant plus apparent que la base
soit restreinte. Effectivement, comme ça tend à l'infini, cette base-là, elle devient infiniment petite par rapport à cet infini. Oui, mais on ne s'arrête pas. Non. Enfin, je veux dire, en simulation, dans la réalité physique, c'est un super long triangle. Et c'est presque, à la limite, une impulsion de. C'est presque une impulsion, c'est pas tout à fait une impulsion de Dirac, parce que sa surface ne vaut pas 1. Mais effectivement, plus on va ajouter le triangle, et plus on va augmenter cet infini vers le haut, et plus la base, relativement à ça, elle paraîtrait plus petite. Alors, est-ce que c'est du... Non, c'est pas du parallélisme. C'est pas du parallélisme parce que le sommet du triangle, c'est un point, et la base n'est pas un point. Il ne sera jamais défini. Pardon ? Il ne sera jamais défini, parce qu'il y a une hauteur qui tend vers plus l'infini. C'est une hauteur qui tend vers l'infini. Mais en plus l'infini, c'est un point que vous avez. Alors qu'en bas, vous avez plusieurs points. Ok. Donc on a vu ça. Et ensuite, j'ai invité bien sûr vos camarades à... déjà, je voulais m'assurer d'une chose, c'est que est-ce que vous êtes bien... vous êtes assez à l'aise avec la construction des signaux de base? Est-ce que vous avez besoin de revoir un petit peu ça? Partant d'un signal, comment je construis... partant d'un signal x de t, comment je construis un signal qui vaut x de t moins 1, x de moins t plus 3. Est-ce que c'est des notions que vous captez bien ou vous avez besoin qu'on revoie? Alors, ce que j'ai fait avec vos camarades, je les ai invités. Je les ai invités à travailler sur un petit exercice juste pour m'assurer qu'ils avaient bien compris. Donc j'ai pris un signal x de t, comme celui-là que je suis en train de... Voilà. Ici c'est t. Voilà. Voilà. Donc ce signal-là, x de t, si je vous demande de me le définir, qu'est-ce que vous allez pouvoir écrire? C'est égal à quoi? C'est égal à t pour t compris entre... non. C'est un 1, ça. Hein, voilà. Entre 0 et 1, exactement. Zéro et 1. Et 0 ailleurs. D'accord? Donc, ce que j'ai demandé à vos camarades, c'est est-ce que vous savez tous, est-ce que vous êtes tous en mesure de pouvoir me définir l'équation et bien entendu la géométrie du signal x de moins t plus, je vais prendre un autre nom, x de moins t plus 2 par exemple. Voilà. Une question de l'intervalle, c'est que j'ai un signal x de t. Et à partir de ce signal x de t, qui lui est complètement défini, je construis un nouveau signal qui est x de moins t plus 2. Est-ce que vous êtes tous capables de me dire comment va être ce signal rouge? Alors, on va laisser... oui, pour vous? Ah oui, ça c'est un peu la base. Il faut s'assurer que vous savez faire ça.
Comment est-ce qu'il va être ce signal x de moins t plus 2? Alors, si vous avez bien vu ce qu'on faisait dans la convolution, quand on travaillait avec h de moins taux, et on fait h de moins taux plus t, vous voyez, normalement, on voit un peu comment va être ce signal x de moins t plus 2. Pardon? Si vous pouvez dessiner. Qu'est-ce que je vais voir entre 2 et 3? À la fin de t entre 0 et 1, ça va être moins t plus x de moins t plus 2 égale moins t plus 2. Non, mais si vous me le dessinez, le signal rouge. Comme ça. Ouais, c'est bien. Vous? Hein, il y a un petit quelque chose là dans votre. Donc normalement, si vous avez tous, si vous êtes tous en mesure de pouvoir faire cette construction, vous devez normalement tous trouver un signal qui va être comme ça. Hop. Et donc ici, on est en 2. Ouais. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? Non. Ouais. On a pris le symétrique de x de t et on l'a déplacé de 2 à droite. D'accord? On peut aussi le faire analytiquement. Comment est-ce qu'on peut le voir analytiquement? On va partir de la définition. X de t vaut t pour t compris entre 0 et 1. Ça veut dire que x de quelque chose vaut ce quelque chose si ce quelque chose est compris entre 0 et 1. C'est ça ce que ça veut dire. D'accord? Donc si on le fait analytiquement, on va dire quoi? On va dire que x de moins t plus 2 x de moins t plus 2, c'est égal à moins t plus 2. Je pars de la définition de ce qu'est x de t. Si moins t plus 2
est compris entre quoi et quoi? Non? Non? X de quelque chose vaut quelque chose si ce quelque chose est compris entre 0 et 1. Donc, si moins t plus 2 est compris entre... Quoi? Exactement. Moins t plus 2 est compris entre 0 et 1. Ça veut dire moins t compris entre quoi et quoi? Entre moins 2 et moins 1. Voilà. Ça veut dire pour t compris entre 1 et 2. Voilà. Donc, pour t compris entre 1 et 2, ben, x de moins t plus 2 vaut moins t plus 2. Donc, ça veut dire qu'en 1, qu'est-ce que je vais avoir en 1? Je vais avoir moins 1 plus 2. Donc, ça va faire 1. Et en 2, ben, je vais avoir moins 2 plus 2, ben, je vais avoir 0. OK? Ah ben. Vous voyez que ici, imaginons que, si je vous avais demandé x, si je vous avais demandé x de t moins 2, lui, il serait comment? Quoi? Non. J'ai x de t et x de t moins 2, c'est un signal. Oui, j'ai t des deux côtés, c'est un signal qui est en retard. Et t sera entre 2 et 3. Ah oui, c'est ça. Et où? C'est que analytiquement, si vous n'y arrivez pas comme ça. Alors, il est où? 2 et 3. Exactement. Il a la même forme que x de t et il est décalé, il est en retard de 2. Voilà. C'est ça. Tout ce qui est non. Il est là. C'est le signal x de t translaté de 2. D'accord? Et si j'avais x de t plus 2, ben là, je serais allé où? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand j'ai x de moins t plus 2, d'accord?
Ici, voilà, je suis un peu mon intuition. Plus à droite et moins à gauche. Mais quand j'étais, vous voyez la différence ou pas? OK? Alors, comment vous pouvez me faire le signal? Est-ce que vous êtes tous capables de me faire... alors, imaginons que je pose, voilà, je pose le signal Y de T égale à X de 2T moins 1. Ah, il serait comment ce signal? Ce sera un signal 2T, coefficient de 2, et il serait compris entre 1 et 2. Il serait compris entre 1 et 2. Je ne suis pas très sûr de ce que... Mais il aurait quelle forme? Ben, c'est pas compliqué, vous pouvez faire le même raisonnement. X de 2T moins 1, il vaut quoi si on fait le raisonnement? X, là, le X de 2T moins 1. Il vaut quoi? Il va valoir 2T moins 1, si quoi? Voilà, si 2T moins 1, si 2T moins 1 est compris entre 0 et 1. 2T moins 1 est compris entre 0 et 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2T compris entre quoi et quoi? Entre 1 et 2, exactement. Et donc, ça veut dire pour T compris entre, voilà, entre 0,5 et 1. Entre 0,5 et 1, il va avoir quelle forme? Bah, en 0,5, il vaudra 2 fois 0,5. Ça fait combien? 1, moins 1, 0. Il va démarrer ici. Et en 1, il vaudra 2 fois 1. Moins 1, ça fait 1. Donc, fin de compte, j'aurai mon signal ici. Hop, hop, hop. Vous voyez, le facteur 2 qui est ici a rétréci sa base. Mais comme on avait aussi un moins 1, ça a généré un déplacement. C'est bon?
Ah, c'est des trucs de base, mais qu'il faut quand même, qu'il faut quand même maîtriser. Il faut quand même savoir faire. Là, il va pas avoir un sommet en 1, il va avoir un sommet en 1,05. Comment? Non, en 1, pour t égale à 1, et 2 fois 1, 2 moins 1. Le sommet, il est là. D'accord? Si t n'est pas compris entre 0,5 et 1, bah, ça veut dire que 2t moins 1 ne sera pas compris entre 0 et 1. Et par conséquent, x de 2t moins 1 vaudra 0. On part toujours de la définition du signal de base. Ok, alors si vous avez compris, donc maintenant, vous allez me faire le... Comme ça, on clôture la convolution. Voilà, vous allez tous, faites-moi l'exercice 4. Allez. C'est x de t plus h de t. C'est quoi y de t? C'est la convolution entre les deux, non? C'est la leçon des deux? La convolution. La convolution. Convolution. Convolution des deux. Merci. Alors, c'est basique, tu as comme exercice. On vous demande en fin de compte de déterminer y de t, son équation, et puis son graphe.
Alors, est-ce que vous arrivez à le faire, cet exercice? En utilisant l'approche un peu graphique que je vous ai apprise. On utilise l'approche graphique que je vous ai apprise. Qu'est-ce que je dois commencer par représenter comme le signe? X de taux, H de moins taux, et je vais déplacer H de moins taux d'une quantité T, et regardez comment il se chevauche avec X de taux. C'est à partir de là que je vais pouvoir calculer Y de T qui correspond donc à ce déplacement. Vous savez que la première des choses, c'est-à-dire que la première des choses, déjà, à faire, c'est de reprendre déjà l'intégrale de la convolution. C'est quoi l'intégrale de la convolution? Vous pouvez me la rappeler? Y de T égale à quoi? Plus infiniment. Intégrale de moins l'infini à plus l'infini. X de taux. X de taux. Vecteur de. Je multiplie. H. Et moins taux des taux. De taux. OK. Donc, vous voyez bien que je vais devoir travailler avec X de taux, H de moins taux, que je vais à chaque fois déplacer d'une quantité T. Vous avez oublié ça? Quand vous êtes chez Paint, vous pouvez faire des zones de texte, si vous souhaitez. Oui, je sais. Merci pour... Donc, à chaque fois, je vois. Là, avec ça. Un petit tableau. Et... Alors, donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Donc, je vais dessiner déjà X de taux. OK?
Donc x de taux. 1, 2, 3. Voilà x de taux. Et h de moins taux. Comment je vais le dessiner h de moins taux? Oui? Inverse, d'après négatif. Non, il faut regarder le... Je vais tous faire. Ça, c'est h de... Alors, on va faire un petit peu mieux. Voilà. Donc ici en rouge, moins 1, moins 2. Ici en rouge, j'ai quoi? Là, j'ai h de moins 2. Ok. Donc, fin de compte, c'est ce h de moins taux que je vais déplacer. C'est ce h de moins taux que je vais déplacer. Voilà. Par rapport à x de taux. D'accord? Si je suis ici, ça veut dire que, si je le mets ici, ça veut dire qu'au fait, je suis dans un cas où j'ai t qui est négatif. Là, tel qu'il est placé, là, c'est h de moins taux plus 0. H de moins taux. Mais si je l'éloigne un peu, ça devient h de moins taux plus t avec t négatif. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour t qu'est-ce qu'on peut dire pour t négatif? Pour t inférieur à 0. Pour t inférieur ou égal à 0. Y de t vaut 0, exactement. Ensuite, quel autre intervalle je vais considérer? T supérieur à 0, bien sûr, mais quoi? Entre 0 et 3? Entre quoi et quoi?
Exactement. Pourquoi entre 0 et 2? Exactement, parce qu'arrivé à 2, il sera complètement, il chevauchera à 100% X de taux. Donc, je dois considérer le cas où je suis entre 0 et 2. D'accord? Donc, ici, T supérieur à 0 et inférieur ou égal à 2. D'accord? Et dans ce cas-là, voilà, j'ai un déplacement. J'ai un déplacement, je vais le mettre là. Vous voyez, ça c'est la quantité T. Ça c'est la quantité T. OK? Et donc, pour ce T compris entre 0 et 2, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir donc Y de T qui sera égal à quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Il va être égal à l'intégrale de quoi, quoi? Qui vaut combien? Là, maintenant, je m'intéresse à T compris entre 0 et 2. Non, ça veut dire que je vais déplacer une quantité T. Que vaut Y de T? Y de T, ben, ça va être l'intégrale de 0 à combien? Non, de 0 à T. Je vais déplacer une quantité de T. Vous voyez bien que plus je vais le décaler de T, et plus je vais avoir X de taux fois H de T moins taux qui va augmenter. Là, je vais intégrer de 0 à T. Qu'est-ce que je vais intégrer de 0 à T? Là, je vais intégrer X de taux qui vaut 1. Que multiplie H de T moins taux qui vaut combien? Qui vaut 1 aussi. Quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous arrivez à comprendre?
des taux. Ça veut dire qu'en fait, ça va être égal à t. Pour t compris entre 0 et 2, y de t vaudra t. Vous arrivez à comprendre ou pas? Après, qu'est-ce qui se passe pour... quel va être le prochain intervalle que sur lequel je vais travailler? De 2 à combien? Non. 2 à 3. Pourquoi de 2 à 3? Parce que c'est là où on aura H de la fonction H qui sera totalement sous la courbe. C'est là où j'aurai h de t moins taux qui va chevaucher à 100%, qui va chevaucher à 100% x de taux. C'est-à-dire que une fois que je suis là, quand je suis arrivé à 2, je suis ici. Hein? Je me suis déplacé jusqu'à 2. Je suis dedans. Et de 2 à 3, je reste dedans. D'accord? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ben après, je vais aller de 3, exactement, de 3 à 5. Et après, je vais aller au-delà de 5. Voilà. Alors, entre 2 et 3. Entre 2 et 3. Ben, dessinez un cas où vous avez h de t moins taux qui est compris entre 2 et 3. Et regardez la zone où vous avez x de taux et h de taux qui n'est pas nul. Et essayez de trouver l'intégrale. Pas 0,5. Voilà le cas. Je vais le dessiner ici. Je vais le dessiner en violet. Voilà le cas où j'ai... pardon. Voilà le cas où j'ai h de t moins taux qui est compris entre 2 et 3. Voilà. C'est celui-là, mon déplacement t cette fois-ci. Entre 2. Vous voyez bien que mon déplacement t là, il est entre 2 et 3. Donc là, quelle est la zone qui est commune à h de t moins taux et h et x de taux? Quelle est la zone commune entre le signal violet et le signal noir? C'est quoi? Extrémité. Ben, comment je vois ça? Entre, exactement, témoin de. Vous voyez bien que ici,
c'est T. Et ici, c'est quoi? T-2. Ça mesure. Vous voyez que la zone de chevauchement ici, elle est entre T-2 et T. Donc pour T compris entre 2 et 3, pour T compris entre 2 et 3, d'accord? Là, je vais avoir Y de T. Qui va être égal à l'intégrale de T moins 2 à T. Qu'est-ce que je vais intégrer de T moins 2 à T? X de taux, oui, il vaut combien dans l'intervalle T moins 2 T? Il vaut 1. Et H de T moins taux, il vaut combien? 1 aussi. Je vais avoir 1 fois 1 des taux. 1 fois 1 des taux. Et donc ça veut dire que je vais prendre la primitive de 1 par rapport à taux, ben ça va être taux entre T moins 2 et T. Et donc je vais trouver comme résultat une constante. Et vous voyez bien qu'effectivement, quand je me déplace entre 2 et 3, ben, la zone de chevauchement, la surface, si vous voulez, quand je multiplie le premier signe par le deuxième, ben, elle reste la même. On a déjà fait des exercices comme ça, non? Et donc ça, ici, c'est 2. Ok, alors est-ce que vous pouvez traiter le dernier cas? Il y a encore 2 cas. T compris entre 3 et 5, et T au-delà de 5. Alors faites le cas T compris entre 3 et 5. Donc le cas où j'ai T qui est compris entre 3 et 5, ici j'ai 4, là j'ai 5, donc je peux dessiner un cas où je suis voilà, entre 3 et 5. Voilà un cas où je suis entre 3 et 5. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est toujours repéré par T. Okay. Donc là, où est-ce que le vert, qui est donc HDT moins taux pour T compris entre 3 et 5, où est-ce que le vert chevauche le X de taux? Il le chevauche sur quel zone? Entre 3 et 3. T-2 et 3. Exactement, entre T-2 et 3.
Tout le monde voit pourquoi? Ouais. Puisque Oui, d'accord. elle est là, la zone. Ça c'est T, ça c'est T-2, et 3. Ça veut dire que pour T compris entre 3 et 5, l'intégrale, vous allez la calculer de où à où? T-2 à 3. Donc faites-là et dites-moi ce que vous trouvez. Et puis après on s'arrête. Oui, 5 moins T, vous voyez bien que quand on arrive à 5, il n'y a plus de chevauchement équidistotaux et ça vaut 0. Qu'est-ce qu'on va dire que pour T supérieur à 5, Y de T vaudra 0. Voilà. Ok, bon. C'est bon? Vous avez des questions? C'est bon, ça va aller? Ok. On va s'arrêter là.